et l'IFI notamment au sein de l'œuvre d'Orient. Alors, l'œuvre d'Orient, je pense que la plupart d'entre vous nous connaissez. L'œuvre d'Orient, c'est une vieille institution. Nous nous apprêtons à fêter nos 170e anniversaire et nous sommes au service de nos frères catholiques orientaux. Donc, nous soutenons, nous sommes actifs dans 23 pays d'action et nous soutenons une quinzaine d'églises orientales qui sont toutes rattachées à Rome. Et donc, des églises souvent durement éprouvées, très souvent très minoritaires, voilà, et qu'on est heureux d'aider très concrètement par la prière, par les témoignages d'amitié, mais aussi par des virements de fonds dans la mesure de nos moyens. Voilà. Et je voudrais juste terminer en rappelant notre mission, qui est d'aider les chrétiens d'Orient à rester sur leur terre, s'ils le désirent, pour y exercer leur mission de chrétiens au service de tous. Voilà, donc chaque mot a été pesé, hein, c'est notre mission. L'ensemble des collaborateurs ici à l'œuvre connaît évidemment cette mission, aider les chrétiens d'Orient à rester sur leur terre s'ils le désirent. Évidemment, c'est leur choix, respect de leur liberté, et pour exercer leur mission de chrétien au service de tous, parce qu'on sait bien que le chrétien est nécessairement au service de l'ensemble de ses frères. Voilà. Voilà très, très brièvement pour ce que c'est que l'œuvre d'Orient. Le thème de cette petite intervention cet après-midi est donc de parler de l'IFI, hein, l'impôt sur la fortune immobilière, qui est donc le remplaçant de l'ancien ISF. Voilà. Victor, vous n'avez probablement pas connu cela, mais voilà, en 2018, l'IFI a pris la suite de l'ISF. L'IFI est donc un impôt dû par les patrimoines qui ont un patrimoine immobilier net supérieur à 1,3 million d'euros. C'est un impôt, comment dire, dont certaines règles sont similaires, semblables à celles de l'impôt sur le revenu sur les personnes physiques, l'IRPP, mais il y a quelques points de divergence, notamment la définition du foyer est légèrement différente. En quoi par exemple, un enfant majeur peut être rattaché au foyer fiscal de ses parents dans le cadre de l'impôt sur le revenu, mais dans le cadre de l'IFI, on va considérer son patrimoine immobilier, s'il en a un, de manière distincte de celui de ses parents. Voilà. Donc, imposition sur le patrimoine net, avec un taux d'imposition progressif, suivant la tranche dans laquelle on se trouve. Et puis souvent, il y a une question qui m'est posée, c'est quelles sont les dates, parce que pour faire un don, comment ça marche en fait, en fait, autant pour l'impôt sur le revenu, les dates sont calées sur l'année calendaire, autant les dates pour l'impôt sur la fortune immobilière est calée sur la date de déclaration de son IFI. Alors là encore, je ne peux pas vous donner une réponse très précise pour les dates, puisque en fait, les dates fluctuent en fonction du département dans lequel le contribuable réside, où il a son foyer fiscal. Voilà. Mais donc, retenez simplement que c'est une année glissante qui va du lendemain de la date limite de l'année N-1 jusqu'au jour de la date de clôture de la déclaration de l'IFI pour l'année N. Voilà, c'est une petite particularité. Donc, tous les dons qui sont, bien sûr, éligibles, on va y revenir, peuvent être pris en compte dès lors qu'ils ont été réalisés dans cette fenêtre de temps-là. Voilà très, très brièvement pour ce qu'est l'IFI. Et maintenant, je vais en venir peut-être directement un petit peu au cœur du sujet, qui est celui de la déductibilité des dons que l'on peut faire dans le cadre de l'IFI. Parce que tout comme l'IR, ça vaut pour impôt sur le revenu, IRPP, des personnes physiques, tout comme l'IRPP, l'IFI a son propre dispositif d'incitation à la générosité du public. Et c'est bon et c'est bien. Et nous, en tant que bénéficiaires, sommes évidemment très reconnaissants envers les pouvoirs publics de ce dispositif. Mais attention, tous les dons faits à des associations en mesure d'émettre des reçus fiscaux ne sont pas éligibles dans le cadre de l'IFI. Il y a certaines particularités, donc ça, il faut faire très attention parce que souvent, on a des donateurs qui ne se sont pas rendus compte et qui nous informent, disent j'ai fait un don à tel organisme et j'ai été retoqué.
Donc, tout d'abord, les dons qui sont faits au titre de l'IFI donnent droit à une réduction d'impôt de 75%, donc un taux supérieur à ce qu'il est dans le cadre de l'impôt sur le revenu, qui est de 66. Donc, pourquoi 75 pour l'un et 66 pour l'autre? Eh bien, c'est, comment dire, la contrepartie de contraintes plus importantes. Autrement dit, le spectre pour l'impôt sur le revenu 66% est très large, et dans le cadre de l'IFI, les possibilités sont plus restrictives. Tout d'abord, il y a une limite qui est fixée à 50 000 € de dons, bon, voilà, qui est déjà assez conséquente, hein. Mais surtout, le bénéficiaire du don doit répondre à un certain nombre de catégories très précises. Alors, tout d'abord, il doit s'agir d'un organisme philanthropique basé dans l'Union européenne et qui appartient à l'une des catégories que, Victoire, vous venez de présenter. Donc, ces catégories sont définies par les impôts, pour parler concrètement. Donc, je ne vais pas toutes les reprendre, hein, mais voilà, on voit bien le désir des pouvoirs publics de flécher la générosité vers un certain nombre de causes qui tiennent à cœur des parlementaires. Voilà, donc, toutes sont d'intérêt général, évidemment. L'intérêt général étant lui-même aussi bien défini par les textes. Et donc, je vais attacher maintenant mon propos aux seules fondations ou associations reconnues d'utilité publique. Ce qu'on appelle dans notre jargon une FRUP pour une fondation ou une ARUP pour une association reconnue d'utilité publique. Ça va? Donc, non pas que je néglige les 8 autres catégories, mais voilà, je ne voudrais pas, me noyer dans un niveau de détail trop élevé. Je veux aussi peut-être terminer en précisant que un don fait dans le cadre de l'IFI ne se cumule pas avec un don fait dans le cadre de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que le même reçu fiscal, j'en pense une porte ouverte, hein, mais voilà, on a parfois des retours comme ça, ne peut pas servir deux fois. Et ce serait bien normal. Voilà, donc nous, Fondation de l'Œuvre d'Orient, nous ne sommes ni un établissement de recherche, ni un établissement d'enseignement supérieur, nous ne sommes pas un enseignement artistique, enfin, voilà, toute la liste. Nous avons un dispositif entrant donc dans ce qu'on appelle les FRUP. Ça va? Très bien. FRUP étant du coup reconnu d'utilité publique. Exactement. Très bien. Voilà. Alors, avant de foncer tête baissée sur les FRUP, on va peut-être, et la FRUP de la Fondation de l'Œuvre d'Orient, je vais peut-être m'arrêter aussi quelques instants très courts sur, mais en fait, c'est quoi une fondation reconnue d'utilité publique? Alors, une fondation, hein, c'est, une entité juridique dotée d'une personne morale et qui est donc autonome, on va la voir, indépendante de ses fondateurs, et des fondateurs qui ont décidé d'affecter un patrimoine au service d'une cause d'intérêt général. Voilà, donc c'est vraiment un véhicule à part, une fondation. Hein, c'est beaucoup plus autonome qu'une association. Enfin, c'est vraiment un statut très précis. Donc la fondation, elle est au service d'une cause d'intérêt général, et c'est pas quelque chose qui se crée comme ça facilement. La Fondation reconnue d'utilité publique, elle est créée par décret du Conseil d'État. Le Conseil d'État lui-même se fonde son avis sur une enquête qui est réalisée par le ministère de l'Intérieur. Voilà, donc c'est un long processus qu'on estime de l'ordre de 2-3 ans d'enquête, d'instructions faites par les pouvoirs publics avant que de bénéficier de ce statut de fondation d'utilité publique, reconnue d'utilité publique. Alors, les pouvoirs publics vont se fonder sur différents critères hein, pour vérifier que la fondation peut être portée hein, sur les fonds baptismaux. Elle doit être évidemment servir l'intérêt général, être non lucrative, avoir une activité désintéressée, avoir un rayonnement suffisamment large. On ne pourrait pas faire, une petite fondation servant tel ou tel village, ça ne serait pas accepté. Avoir une gouvernance collégiale et démocratique, respect des transparences et de déontologie, stabilité et pérennité financière. Ça, c'est extrêmement important. Donc, les pouvoirs publics vont s'attacher à vérifier quelle est la gouvernance
de quoi elle va vivre et si son modèle économique est pérenne. Et l'une des conditions qui est posée par le législateur, justement pour attester de sa stabilité financière, c'est qu'il faut les fondateurs qui créent, qui ont le projet de créer une fondation en utilité publique, doivent doter cette fondation d'un capital de départ minimum d'1,5 million, c'est-à-dire la dotation initiale. Donc c'est évidemment quelque chose, comment dire, d'assez coûteux. C'est une barrière à l'entrée, si je peux me permettre, mais ça a pour mérite d'assurer la stabilité financière de la fondation. Dernier élément, et ça c'est extrêmement important, la FRUP, la Fondation reconnue d'utilité publique, elle est indépendante de ses fondateurs. C'est-à-dire que ce n'est pas une fille par rapport à sa maison mère. C'est un véhicule, voilà, je lui donne un patrimoine et il va vivre sa vie. Cette entité juridique, elle a sa propre gouvernance, et donc avec son conseil d'administration, et moi, de par la loi, en tant que fondateur de ma fondation, je ne peux pas avoir plus du tiers des sièges au conseil d'administration. Alors, évidemment, la question que vous allez me poser, c'est mais qui sont les deux autres tiers, Et donc, on peut dire il y a quelques différences suivant les statuts des différentes FRUP, mais les deux autres tiers sont alloués soit à des personnalités qualifiées, en fonction du terrain sur lequel la fondation va être active, et puis, d'autre part, nécessairement, un représentant du ministère de l'Intérieur. Voilà. Et donc, il y a un regard très fort des pouvoirs publics sur l'activité de cette fondation reconnue d'utilité publique. Voilà, donc très, très brièvement, un peu en quelques mots, ce qu'est une FRUP. Donc on voit bien que la présence des pouvoirs publics, elle est très forte, puisqu'elle est au conseil d'administration. Ce n'est pas forcément une gêne, un frein, mais c'est nécessairement un paramètre à prendre en compte. Et c'est quelque part la contrepartie d'un taux de déduction fiscale tout à fait attractif. Alors. Donc, merci beaucoup, très clair pour la FRUP. Donc maintenant, on va passer à la fondation de l'œuvre d'Orient. Merci Victoire. Alors, vous avez compris le process de création, donc relativement long, nécessitant un capital, une dotation de départ conséquente, avec un représentant du ministre de l'Intérieur. Voilà, donc tout bien pesé, nous avons décidé à l'œuvre d'Orient, il y a déjà de ça plusieurs années, une dizaine d'années, non pas de créer notre propre FRUP, mais de nous placer sous l'ombrelle, sous le parrainage de la Fondation Caritas. Donc là, j'introduis la notion de fondation sous égide, de fondation abritée. Ceux qui peuvent le lire, moi j'y arrive pas, voilà dans le logo qui est sur la droite, fondation sous égide. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, le législateur a permis, il y a déjà de ça plusieurs années, aux fondations déjà installées, de prendre sous leur aile un certain nombre de candidats à la création de fondations et de les porter, de leur fournir assistance, de prendre en charge tout l'administratif de leur activité. Et donc, c'est le choix que nous avons fait pour gagner du temps, pour ne pas avoir ces 3 années d'instruction, etc. Je ne vais pas reprendre tous les inconvénients de la création de sa propre FRUP. Nous avons décidé, nous, l'œuvre d'Orient, de nous placer sous l'ombrelle de Caritas. Caritas, c'est le nom international du Secours catholique. Alors, pourquoi elle et pas une autre? Ça aurait pu être la Fondation de l'Ordre de Malte qui a cette activité, ça aurait pu être la Fondation Notre-Dame, la Fondation Saint-Irénée. Beaucoup de grosses fondations anciennes proposent ces services. Il se trouve que, voilà, après avoir consulté différents acteurs, nous nous sommes appuyés sur la Fondation Caritas, qui est juste à quelques centaines de mètres, et parce que le Secours catholique, donc Caritas, est une œuvre d'église, à la différence de Saint-Irénée, l'Ordre de Malte, d'autres qui sont
très belles institutions aussi, mais enfin voilà. Donc c'était différents critères qui nous ont conduits à demander à être hébergés. Voilà. Et donc on parle d'une fondation abritée ou d'une fondation sous égide. Donc quand je vais parler désormais de la fondation Œuvre d'Orient, je parle en fait d'un véhicule qui n'a pas sa personnalité morale et qui est, comment dire, comme un département, comme une entité au sein d'eux, la fondation abritante Caritas. Très clair. Ça va, Victor? Très bien. Merci. Voilà, donc la fondation Œuvre d'Orient, qu'est-ce que c'est? Donc une entité dépourvue de personnalité morale, hébergée par Caritas, qui va nous permettre de collecter des dons dans le cadre de l'EIFI, puisqu'on bénéficie de tous les avantages de la Fondation Caritas, qui va nous permettre de nous appuyer sur les services administratifs de Caritas, parce que Caritas gère une bonne centaine de fondations abritées, donc ils ont cette expertise-là. La Fondation Œuvre d'Orient, bénéficie donc des dons qui sont fléchés vers la Fondation Œuvre d'Orient, et redistribue l'ensemble, 100% de sa collecte, vers des projets que nous, Œuvre d'Orient, lui soumettons. Autrement dit, verser à la Fondation Œuvre d'Orient, c'est avoir l'assurance que l'ensemble de son don va vers les chrétiens d'Orient, moyennant les frais de fonctionnement de la Fondation Caritas, qui sont de 3%. Voilà, donc 97% du don va nécessairement vers nos pays d'action, j'allais dire l'Orient, mais voilà. La seule petite réserve tient au fait que comme nous sommes abrités par Caritas, nous sommes tenus par les statuts de Caritas et qui sont statutairement l'objet et la mission sociale de Caritas, c'est de lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Donc évidemment, nous, Œuvre d'Orient, qui analysons un portefeuille de projets, c'est notre métier, j'allais dire, soumettons à la Fondation Œuvre d'Orient des projets en rapport, qui peuvent être acceptés au vu des statuts de Caritas. Alors je vais être très clair, mais si on avait comme projet d'aider de jeunes Irakiens à aller au Jubilé des jeunes à Rome, eh bien, nous le ferions sur nos fonds propres à nous. Je ne le soumettrai pas à la Fondation parce que la Fondation me dirait « Mais Damien, est-ce que c'est bien en lien avec la lutte contre la pauvreté et l'exclusion ?» Quel autre type de projet ne peut ne pas être accepté? Tous peuvent être acceptés dès lors qu'ils rentrent dans cette... voilà. Et donc, soutien des écoles, eh bien... dès lors que l'on démontre que c'est une école qui est dans un territoire défavorisé, c'est accepté par la Fondation Œuvre d'Orient. Les camps déplacés, la cuisine de Marie au Liban, par exemple, tout ce genre de choses qui donnent des soins de premier secours sont acceptés. Qu'est-ce qui ne peut pas être accepté? Des cycles d'études, par exemple, pour du clergé. La traduction de la Bible en langue locale, que sais-je, ou de la réfection d'un patrimoine architectural qui aurait été même détruit par la guerre. Voilà. Donc, il y a vraiment, du côté Caritas, et c'est tout à leur honneur, en fait, la volonté de respecter parfaitement les statuts. Voilà. Cette Fondation Œuvre d'Orient, elle est dotée d'un comité de fondation auquel siègent 3 personnes, donc Monseigneur Gollnisch, et 2 personnalités qualifiées, le président, Laurent Valery-Radeau, et une personnalité qualifiée qui sont Charles de Vogüé. Voilà, donc 2 personnes qui travaillent main dans la main avec Monseigneur Gollnisch, avec à cœur le fait de bien respecter scrupuleusement les statuts. Voilà, grosso modo, comment fonctionne la Fondation Œuvre d'Orient. Alors, si tu veux, maintenant, on va passer aux questions. Oui. On a eu quelques questions. Alors, n'hésitez pas, si vous avez eu des questions qui vous sont venues pendant la présentation, à nous les mettre dans le chat et je les dirai à Damien. Donc, on a une première question. Monseigneur Gollnisch quitte ses fonctions en septembre prochain. Est-ce que cela change quelque chose au fonctionnement de la Fondation? Rien. Non, je suis lapidaire. Donc, Monseigneur Gollnisch a indiqué son souhait de ne pas avoir son mandat renouvelé.
Voilà, c'est partie de la vie normale des institutions. C'est tout à fait dans le cadre de notre gouvernance. Monseigneur Gollnisch dirigeait avec brio l'œuvre d'Orient depuis une quinzaine d'années. Voilà, il a porté la fondation à un niveau de notoriété absolument incroyable. Et je pense que c'est tout en son honneur. Il a construit une organisation qui pérenne, qui ne repose pas que sur un seul homme. Notre organisation va, et Dieu soit loué, survivre au départ de son directeur général. Et donc, la Fondation Œuvre d'Orient verra l'accueil d'un nouveau membre à son comité de fondation pour le remplacer. Mais sinon, ça ne change rien. Très bien, très clair. Autre question, est-ce que la Fondation Caritas a déjà retoqué des projets proposés par l'Œuvre d'Orient? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. En fait, retoquer, le verbe est un peu fort, hein, puisque en fait, les gens de Caritas sont des gens avec lesquels on travaille en parfaite intelligence. Et donc, on n'attend pas le conseil du comité de fondation pour dire « Ah, ça, on n'en veut pas ». En fait, il y a un dialogue il me dit « Écoutez, Damien, les éléments que vous nous avez donnés sur telle ou telle école ne suffisent pas à nous convaincre qu'il s'agit vraiment d'une école active au service des pauvres. Il peut y avoir, je ne sais pas moi, des banlieues favorisées à Beyrouth, et il nous dit « Écoutez, là, bon, on ne le sent pas, donc donnez-nous un autre projet ». Et en fait, pour vous dire la vérité, Victoire, le projet qui serait retoqué, pour reprendre ce verbe, ne serait pas pénalisé, puisque en fait, je dis, écoutez, si on ne peut pas le faire financer par la Fondation Œuvre d'Orient, comme il a été validé par nos instances, eh bien donc nous allons le financer sur nos deniers à nous, associations. Très bien. Autre question, les projets soutenus par la Fondation Œuvre d'Orient sont-ils intégralement en faveur des chrétiens d'Orient? Oui. Alors là, c'est sans aucune ambiguïté, la Fondation Œuvre d'Orient a, comment dire, on ne peut pas parler de statut, mais en tout cas dans sa convention, le fait d'être au service des chrétiens d'Orient. Et donc, elle ne peut soutenir aucun autre projet. Alors, une autre question dans le chat. Pour être sûr d'avoir bien compris, tout projet porté par l'Œuvre d'Orient doit-il inévitablement recevoir l'aval de Caritas? Oui et non. Alors, tout projet porté, financé par la Fondation de l'Œuvre d'Orient doit inévitablement recevoir l'avis favorable du comité de fondation auquel siège Caritas. Donc, en fait, vous avez bien compris, notre collecte, elle est faite pour partie par l'association Œuvre d'Orient et pour partie par la Fondation Œuvre d'Orient. Et donc, là, si on ne parle que de cette petite partie de la Fondation Œuvre d'Orient, donc là, oui, il y a une codécision avec Caritas. Mais pour tous les autres projets portés par l'Œuvre d'Orient, l'association Œuvre d'Orient, la Caritas n'a strictement rien à dire. Voilà. Donc, cette phrase est oui et non, parce que si c'est tout projet financé par la Fondation de l'Œuvre d'Orient doit effectivement recevoir l'aval de Caritas. En revanche, les autres projets qui ne sont pas financés par la Fondation Œuvre d'Orient, mais par l'association, Caritas n'a rien à dire. Très bien. Alors, des questions un peu plus techniques. Est-il possible de faire un virement pour un don IFI? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et c'est même recommandé. Alors, en fait, derrière votre question, Victoire, j'imagine, comment on fait concrètement? Si je veux aider, comment je m'y prends? Le plus simple, Victoire, est... alors, vous avez deux moyens, soit de le faire par chèque, soit de le faire par virement. Par chèque, il faut le faire alors de la Fondation Œuvre d'Orient. Et pour plus de sécurité, le mieux est de l'adresser chez nous, au 20 rue du Regard. Et nous le porterons à la Fondation. Pourquoi je dis par plus de sécurité? C'est parce que si vous le faites lors de la Fondation Œuvre d'Orient, mais que vous l'envoyez chez Caritas, on a toujours le risque que ça passe avec tout le reste, et que finalement, ça atterrisse sur le compte de Caritas. Ce qui ne serait pas une catastrophe, mais ce qui ne correspondrait pas à la volonté du donateur. Autre moyen, donc le virement. Et donc là, le plus simple est de vous rendre sur la page de don, de cliquer « Je souhaite faire un don IFI ».
Et là, vous allez vous trouver sur une interface qui vous permet de faire un virement en ligne, donc avec la même sécurité que pour les associations, les dons faits en faveur de l'association. Très bien, très clair. Autre question technique, est-ce que je peux cumuler des avantages fiscaux sur l'IFI et l'IR? Ah ben non, non. Voilà, je crois qu'il y avoir déjà répondu, mais vous comprenez bien que sur un don de 100 €, vous ne pouvez pas avoir une réduction et de 66 et de 75. Voilà, wow, vous faites très, très, très gourmand, mais ça ferait 181%, enfin quelque chose comme ça. Enfin, la personne gagnerait plus que ce qu'elle a donné. Hein. Donc, non, ça n'est pas possible. Très bien. Eh bien, est-ce que vous avez encore des questions? Sinon, on va arriver à la fin de ce webinaire. On peut peut-être vous rappeler les dates de déclaration de l'IFI en 2025. Oui. Alors, pour des raisons techniques qui m'échappent, le législateur a donné des dates distinctes suivant le lieu de résidence du foyer fiscal, la résidence principale. Et donc, la date limite est le 22 mai pour les départements allant du numéro 1, ça va être là, au 19, ça va être Melance, la Corrèze. Aidez-moi. Voilà. La date limite pour les départements allant du 20, j'avoue, mon ignorance, que nos auditeurs nous pardonnent si je ne sais pas quel est le département qui porte le numéro du 20. 54, je pense que c'est la... Corse. Non. Il y a Corse compris. Ah ben non, le 54, c'est Nancy, hein, donc c'est la Meurthe-et-Moselle. Et donc là, c'est le 28 mai. Et enfin, tous les autres, allant de 55 à 95, y compris les territoires ultramarins, c'est le 5 juin. Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué. Je pense que la cause tient au fait que la plupart des personnes maintenant font leur déclaration sur Internet. Et je pense que c'est une question de capacité des serveurs de Bercy à accueillir autant de connexions simultanées. Voilà. On a une autre question dans le chat. En revanche, puis-je utiliser un don à la fondation pour réduire l'IR si j'ai épuisé ce que je pouvais déduire de l'IFI? Oui. Qui peut le plus, peut le moins. Oui. Donc, il y a un petit effet de perte fiscale, puisque vous avez compris la différence entre 75 et 66%. Ah oui. Mais vous venez avec un reçu fiscal, éligible à 75, vous l'utilisez pour du 66. Mais dès lors que vous ne cumulez pas les deux, il n'y a pas d'opposition, aucune. Eh bien, je pense que c'est tout pour les questions. La Corrèze, oui. Merci. Il y a un de nos auditeurs qui précise. C'est bien le 19, c'est la Corrèze, oui. Oui, c'est bravo. Merci. Voilà. Donc, en synthèse, je voulais, Victoire et moi voulions vous remercier de vous être connectés pour ce petit temps. J'espère qu'il vous aura été utile. Je n'ai pas du tout la prétention d'être un fiscaliste, hein, et donc ne vous ai partagé ma compréhension de ces dispositifs qu'avec le niveau d'expertise qui est le mien. Évidemment, je me tiens à votre disposition, donc n'hésitez pas à nous contacter sur des questions plus précises. On a une question encore. Alors une dernière. On a une dernière question. Quand les reçus seront-ils envoyés pour les dons de cette année, pour les virements mensuels? C'est pour les virements mensuels, d'accord. Donc, ce sont des dons qui sont faits, donc je comprends, pour la fondation, par virement. C'est une très bonne question, parce que vous avez besoin d'avoir le reçu pour tenir compte de la limite de déclaration, et donc je pense que c'est imminent pour ceux qui sont intervenus jusqu'aux dates que je viens de citer. C'est par mail? Oui, par mail, oui, bien sûr. Mais en fait, la petit doute que j'avais, c'est par rapport aux différentes dates. Ah oui. Voilà, et donc je vais vérifier que... oui. Je ne sais pas vous répondre à quelques jours près, parce qu'en fait, tout dépend de où se trouve votre résidence principale, ce que je n'ai pas dans nos systèmes. Voilà, donc je pense qu'on doit arrêter les virements au mois qui précède. Mais voilà, j'ai un petit doute. Peut-être des dernières questions? Pour conclure, donc on va vous remercier pour votre présence et pour votre participation active à ce webinaire sur l'IFI.
On espère qu'on a pu vous éclairer parce que le sujet est un peu technique. Voilà, quoi qu'il arrive, les projets soutenus par la Fondation de l'Œuvre d'Orient correspondent aux projets soutenus par les Chrétiens d'Orient. Donc, ça ne change rien à notre implication par rapport à nos bénéficiaires. Du tout. Si vous avez la moindre question, vous pouvez nous répondre par retour de mail. Donc, je vous enverrai cette présentation ainsi que notre PowerPoint. Si vous souhaitez calculer votre IFI, vous pouvez vous rendre sur notre calculette IFI qui est présent sur notre site ifi.up-orient.fr/calculette. Pareil, on vous enverra le lien et ça vous permet de calculer quel don vous pouvez faire qui relève de cet impôt. Ça ne calcule pas votre IFI, ça calcule l'avantage fiscal attaché au don fait dans le cadre de l'IFI. Exactement. Merci beaucoup pour votre présence et pour votre soutien en faveur des Chrétiens d'Orient. Merci à tous. Merci Victoire. Bon après-midi.